Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 10e épisode de Podcast Tricot. Pour me représenter rapidement, comme je le fais à chaque fois au début de mes vidéos pour les nouveaux qui arriveraient, moi c'est Léa, je fais des vidéos sur YouTube pour parler de mes projets tricot. Je fais ces vidéos depuis à peu près un an, je crois, un peu plus d'un an, mais je ne les fais pas de manière très très régulière, c'est pour ça qu'on en est qu'à la 10e vidéo. J'habite en Islande depuis un an et demi, 2 ans. Voilà, et c'est vrai que c'est surtout depuis que j'habite en Islande que je me suis bien remis au tricot à fond, parce que c'est un peu le pays du tricot ici, et donc ça se prête très bien à l'activité. Je vais pas m'excuser comme ça à chacune de mes vidéos, mais vous l'aurez compris, je ne suis pas hyper assidue pour filmer mes vidéos et pour les monter et pour les mettre sur YouTube. Donc j'ai en général beaucoup de retard entre le moment où je filme et le moment où ça arrive sur YouTube. Donc excusez-moi. Voilà, j'espère que ça vous dérange pas trop le fait que ce soit un peu décalé. Donc là, cette vidéo-là, je vais parler de mon bilan hiver. L'hiver qui vient de s'écouler, là, décembre, janvier, février. Donc sachant que là, on est mi-mars, voilà, mais je voulais vraiment faire la partie hiver clôturée pour pas non plus étendre mon bilan tricot sur 5 mois et que il n'y a plus vraiment de cadre, voilà. Donc là, je vais vous présenter tout ce que j'ai tricoté durant cet hiver. Donc, comme premier objet terminé, cet hiver, j'ai voulu mettre un peu de décoration hivernale, pas forcément liée à Noël en fait, c'était plus une décoration voilà, d'hiver. Et du coup, j'ai tricoté plein de petits flocons en tricot. C'est pas du crochet, c'est bien du tricot. Et je vais vous dire le nom. C'est un patron gratuit qui s'appelle le Holiday Frost Snowflakes de Bobby Indveld. Donc patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Il y a 3 modèles différents de flocons, enfin 3 formes différentes de flocons, donc je trouve ça pas mal. C'est un patron qui se tricote normalement avec de la laine worsted, qui permet d'avoir des flocons légèrement plus gros que moi ce que j'ai utilisé. Je crois que j'ai utilisé plutôt de la fingering sport. Et du coup, le patron donc en worsted, il est censé se tricoter en 4 mm. Et moi, de mémoire, je les ai tricotés en 3 mm, donc avec une laine plus fine. Donc je vais vous montrer le résultat. Je vous montrerai des photos parce que j'avais fait plein de petites vidéos cet hiver, quand il y avait de la neige dehors et tout, c'était vachement beau. Et on les voyait un peu plus en détail. Donc en gros, il y a 3 formes. Donc on a cette forme-là qui a une vraie forme de flocon de neige, que je trouve très jolie. Ensuite, on a cette forme-là. Alors, j'ai eu plusieurs remarques me disant que ça ressemblait à des étoiles de mer. Bon, ok. Très bien, très bien. Et cette forme-là. Vous voyez pas grand-chose. Ouais, voilà. Et j'ai tricoté ça globalement avec des laines que j'avais dans mon stash, qui étaient quasiment toutes. Non, c'est toutes, ouais, c'est toutes des laines que j'avais trouvées en magasin de seconde main. Donc la plupart qui n'avaient pas d'étiquette, mais en gros celle-là, il y a du coton. Vous voyez les différentes textures en fait. Ça c'est un mélange coton, laine et soie. Ça c'est juste du coton, on voit qu'il est plus lourd et il se tient un peu moins. Il se tient moins bien. Et ça c'est juste de la laine et du coup il est plus mou. Voilà, j'ai vraiment utilisé des textures différentes. Et ça, c'est de l'acrylique. Mais il a un côté très très fluffy. Et je trouve que ça faisait assez marrant pour un flocon de neige d'avoir ce côté tout fluffy. J'aurais bien aimé en faire en mohair aussi, ça aurait pu être original. Mais voilà, j'ai fait plein de petits flocons dans des tons de bleu. Je trouvais ça joli, je les avais accrochés sur ma fenêtre.
Et du coup c'était beau quand il y avait de la neige dehors. Voilà, mais bon là je les ai enlevés parce que c'est fini, on n'a plus de neige, le printemps commence à revenir. Mais voilà, j'avais fait tous ces petits flocons, vous voyez, je les avais accrochés avec des fils de pêche là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en avais fait 6. Donc ouais, c'était très sympa. Je trouvais ça assez original en fait de faire des motifs, enfin des formes comme ça de flocons. Je les remonte de plus près. En tricot. D'habitude, les flocons de neige comme ça, c'est des trucs qu'on voit plus en crochet. Et là, le patron est trop bien fait quoi. C'est vrai qu'au début, on comprend pas trop ce qu'on fait. On a une toute petite, enfin un nombre de mailles très réduit. Et c'est vrai qu'on comprend pas trop ce qu'on fait. Voilà, il nous dit de faire des jetés, de diminuer, ensuite de réaugmenter, de faire plein de trucs. Et au début, on comprend pas trop ce qu'on fait. Et au fur et à mesure, on voit les flocons apparaître. Donc je trouve ça vraiment très très chouette. Si vous n'avez pas envie, comme moi, pas envie de vous mettre forcément au crochet, mais avez envie de faire des petites choses originales comme ça, c'est chouette. En autre projet terminé, je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, que je étais en train de tricoter un Oslo hat pour mon copain. Voilà, Oslo hat de petite knit, on ne le présente plus. Je l'ai tricoté en laine Daisy de Drops. Donc c'était le coloris 19. Un bleu foncé mais assez joli. Donc j'ai tricoté en 3,5 mm. La Daisy c'est de la DK. Donc j'ai fait tout comme le patron disait, DK 3,5 mm, ça fait quelque chose d'assez dense, mais c'est justement ce qu'on veut pour un bonnet. Je sais plus si je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, mais j'ai tricoté la taille femme de ce patron, sachant que mon copain a plutôt une grosse tête, donc d'habitude il lui faudrait la taille la plus grande, mais en fait il avait essayé les miens. En fait j'en ai deux des Oslo hat que ma mère m'avait tricoté. Et il a essayé les miens en me disant « Ah ouais, ça c'est bien, c'est vraiment très serré. » Il aime bien les bonnets qui sont très serrés sur la tête. Et du coup, je lui ai tricoté la taille femme et il en est très content. Je peux vous l'essayer parce que du coup, bon, je pense que ouais, je le sens qu'il l'a... il l'a agrandi quand même en le mettant sur sa tête. Je le trouve un peu grand pour moi. Mais voilà, bon, après le Oslo hat, il est quand même très connu, donc vous savez à quoi ça ressemble. Mais moi, c'est vrai que c'est un bonnet que j'aime beaucoup. Moi, j'en ai deux et je porte vraiment tout le temps. C'est mes bonnets préférés. Avec là les 3 épaisseurs de laine qui couvrent bien les oreilles, vous voyez. Attendez, je vais l'enlever. Hop. Là, il y a vraiment... Ici, là, c'est une double épaisseur déjà. Voilà, c'est une double épaisseur qui est cousue sur elle-même. Voilà, ici on a une double épaisseur. Et ensuite on le replie une dernière fois. Et comme ça, au niveau des oreilles, on a 3 épaisseurs. Donc voilà, bonnet hyper classique, mais qui fait vraiment bien son job. Donc ça c'est cool. Et la Daisy, oui, j'avais dit aussi que j'avais vu que la Daisy, elle boulochait et que je me disais que pour un bonnet, il n'y aurait vraiment pas de problème. Parce qu'il y a moins de frottement que sur un pull. Et bon là, voilà, je vois pas de bouloche. Ah, il y a quelques petits trucs ici, là. Quelques petites bouloches, mais globalement, il l'a déjà porté. Et voilà. Il est dans un état largement correct, on dira. Ensuite, autre projet terminé, je vais vous parler pas mal de chaussettes. J'ai pas mal tricoté de chaussettes ces derniers temps, cet hiver. Donc c'est très chouette, je suis très contente. Voilà, j'ai tout ça. Donc vous en reconnaîtrez peut-être. Il y en a certaines que j'avais commencé il y a bien longtemps. Mais je les ai enfin terminées. Déjà, il y a ces chaussettes-là
que j'ai commencé en juin. Donc, ces chaussettes-là, c'était... parce que là, ça remonte à pas mal de temps, donc je vais vous en reparler plus en détail. C'était en fait une laine auto-rayante, comme vous le voyez, que j'avais trouvée en magasin de seconde main. Et j'avais rien, j'avais pas d'étiquette dessus. Je crois que j'avais à peu près une 60aine de grammes, et en fait... je me disais que je savais pas quoi en faire à part pour des chaussettes. Et du coup, ne sachant pas ce qui composait cette laine, si c'était une laine qui contenait du nylon ou pas, j'ai décidé de la tricoter en 2 mm. Parce que c'est une des choses à savoir quand on tricote des chaussettes, c'est que plus on va tricoter serré, plus les chaussettes seront... Le tricot, en fait, final sera dense et ça permettra donc qu'elles tiennent plus longtemps dans le temps. Si vous tricotez des chaussettes de manière très lâche, de manière très déjaugée, en fait, avec le frottement, ça va vraiment s'ouvrir. Il va y avoir des trous qui vont se former très, très rapidement. Je parle je parle d'expérience parce que ma première paire de chaussettes, je les avais tricotées de manière trop déjaugée et j'ai eu des trous extrêmement rapidement. Du coup, quand il y a un doute sur l'origine de la laine, maintenant moi je tricote en 2 mm. Et aussi, quand je tricote avec des laines qui sont d'origine 100% naturelle, donc des laines qui ne contiennent pas de nylon, même si c'est des laines à chaussettes, par exemple là j'ai acheté la Mondim, qui est une laine portugaise, une laine à chaussettes portugaise, mais 100% naturelle. Je tricote pas je préfère tricoter en 2 mm aussi. Parce que même si c'est des laines qui sont faites exprès, il y a quand même un risque que ça dure un petit peu moins longtemps que des laines avec du nylon. Donc pour éviter tout risque, je les tricote en 2 mm. Bref, donc du coup c'est ce que j'ai fait pour celle-ci. Donc 2 mm, c'est petit, hein, c'est vraiment tout petit. Et là, je vais vous montrer là, le dessous, la semelle. C'est hyper dense, hein. Ça fait vraiment... c'est pas du tout déjaugé. Si on tire dessus, je trouve qu'on voit pas du tout à travers et ça fait pas du tout de gros trous. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. Ce que j'ai fait en plus pour qu'elle dure encore plus longtemps, et puis comme j'avais pas beaucoup de laine non plus, j'ai fait, vous voyez, la pointe et le talon j'avais un petit reste de Fabel de Drops, donc laine à chaussettes de Drops, qui elle contient du nylon. Donc sur talon et pointe, qui sont en fait les deux endroits les plus soumis au frottement dans les chaussures. Et quand on marche, moi c'est toujours là que mes chaussettes se trouvent. Donc voilà, comme ça rajoute une solidité supplémentaire. Voilà, donc pour la construction de ces chaussettes, je les ai commencées par la pointe. C'est quelque chose que je fais en fait quand j'ai une quantité de laine assez limitée. Comme ça, je sais où m'arrêter. Je peux tricoter et m'arrêter quand je suis pile à la moitié de ma laine au niveau de la tige là. Et c'est quand même beaucoup plus simple et pour aller au bout de la laine aussi. Voilà, ce qui est quand même beaucoup plus difficile à appréhender si on commence de la tige. Donc j'ai commencé pour ça par la pointe. Il n'y a pas de patron en fait, hein. Une fois qu'on sait comment se construisent des chaussettes, c'est assez facile de faire un peu des trucs à sa sauce. Donc j'ai commencé par la pointe, par un Turkish cast on, montage à la turque en français je crois, qui est très facile à faire. Et voilà, j'ai fait des augmentations régulières ici. Là, vous voyez, du coup, j'ai fait des côtes 3-1. C'est quelque chose que j'aime beaucoup sur les chaussettes. Alors, pour le pied, j'ai fait que des côtes 3-1 sur le dessus. On peut voir qu'en dessous, c'est en jersey, voilà, sans rien. Alors que sur la tige, les côtes sont bien tout le long. Donc là, j'ai tricoté vraiment tout droit jusqu'au talon. Et au talon, j'ai fait un talon en rang raccourci. Alors, je sais jamais ce que j'utilise. Là, je crois que j'ai utilisé le Shadow Wrap Heel. Bon, je suis jamais hyper fan en fait de mes talons en rang raccourci. Que
que ce soit aussi bien au niveau visuel. Genre, il y a toujours des endroits où ça fait un peu des trous. Bon, après, ça, c'est pas dramatique. C'est plus au niveau confort, en fait. Je suis pas hyper fan de ça. Je préfère quand même largement les talons avec un gousset. Ça épouse beaucoup mieux la forme du pied. C'est très, très confortable. Voilà, j'aime beaucoup. Mais là, voilà, je sais pas. Pour ça, j'ai fait un talon en rang raccourci classique. Ah oui, j'ai pas dit. Là, en faisant mes augmentations de la pointe, ici, j'ai augmenté jusqu'à avoir 68 mailles. Je savais pas trop quelle taille utiliser, parce que la taille qui me convient le mieux, moi, pour les chaussettes, si par exemple je tricote en 2,25, je crois que c'est du 64 mailles que je préfère. Là, comme je tricote en 2 mm, j'ai augmenté un peu. J'ai baissé la taille d'aiguille, donc j'ai augmenté mon nombre de mailles, donc je suis en 68 mailles. Sachant qu'il y a des côtes, en fait, ça resserre énormément. Bah, vous voyez que là, elles ont une forme un peu particulière. Mais c'est, voilà, là par exemple, la tige paraît toute fine, mais c'est qu'en fait, il y a les côtes. En vrai, ça s'agrandit bien. Mais elle me sert vachement. Les côtes, en fait, ça permet de vraiment resserrer et bien épouser la forme du pied. Mais si c'était à refaire, enfin, ou du moins si j'en refais d'autres, peut-être que j'augmenterai encore plus. Peut-être que je partirais sur du 72 mailles pour des chaussettes comme ça avec des côtes. Je parle vraiment avec des côtes. Hein. Les côtes, ça resserre vachement quand même. Voilà, mais bon, ça va. Et ensuite, pour les côtes, en fait, au début, j'avais fait des côtes 1-1. Et en fait, je trouvais ça hyper moche. Je vous promets, c'était genre, c'était profondément moche. Parce que, bah, vous savez, les côtes 1-1 surtout, elles apparaissent quand même beaucoup plus grosses. Donc en fait, c'est pour ça qu'habituellement on les tricote avec une aiguille plus fine que le corps de la chaussette. Et du coup, bah, j'avais pas d'aiguille plus fine. Et du coup, comme j'ai tricoté en deux, alors que la même taille d'aiguille que le corps de ma chaussette, et ben elle paraissait beaucoup plus grosse et vraiment le rendu. Et ça faisait pas propre en plus. Et du coup, j'ai décidé de faire des côtes 3-1, genre comme le corps de la chaussette. Et finalement, en fait, il y a une belle continuité, je trouve ça très très propre. Et ça fait pas bizarre, enfin en tout cas, comme c'est d'une autre couleur, ça permet de bien faire la démarcation des côtes. Et après, j'ai fait, je vais vérifier, je crois que je l'ai pas marqué. J'ai fait ouais, comme c'est des côtes 3-1, j'ai dû faire un rabattage des côtes élastiques. Une méthode dont j'avais déjà parlé, qui se trouve sur un site internet de Alice Hammer. Je vous remettrai le lien en description si ça vous intéresse. C'est pas mal, mais en fait, c'est pas. Je trouve que ça fait toujours un petit truc un peu dur là à l'extrémité et c'est pas aussi souple que si on commence les chaussettes par le haut. Et du coup, je comprends vraiment ceux qui sont vraiment de la team commencer les chaussettes par le haut parce que c'est vraiment le truc principal, c'est que ça permet d'avoir des côtes beaucoup plus élastiques et c'est beaucoup plus simple à mettre que voilà. Quand on finit par là le rabattage des mailles, c'est pas évident d'avoir un truc bien souple. Voilà, mais très contente de ces petites chaussettes quand même. Autre paire de chaussettes terminée, ce sont ces chaussettes-là. Elles sont trop trop belles, je suis trop contente. Celles-ci, je les avais commencées en mai l'année dernière, donc c'est encore pire. J'en suis mais tellement contente, elles sont tellement belles. Donc c'est des chaussettes pour mon copain qui est fan de Star Wars. Là, je sais pas si vous l'aurez reconnu, mais un petit symbole Star Wars, symbole de la rébellion. J'ai utilisé deux patrons en fait pour faire ces chaussettes. J'ai utilisé comme base le patron de chaussettes Coloid 2.0 de Lissandre Hourdin pour ce motif là de côtes qui sont des côtes, je crois qu'en français on dit côtes brisées. Donc c'est des côtes 3-1, mais en fait la rangée de mailles en vert, c'est pas que des mailles en vert, c'est un coup de maille en vert, un coup de maille en droit. Un peu comme du point mousse. Et ensuite, l'autre patron que j'ai utilisé, c'est un autre patron gratuit qui s'appelle Rebel Sock de Mary Wall, qui est un patron que j'ai trouvé gratuitement sur Ravelry.
Et ça c'était juste, en fait j'ai juste récupéré la grille pour les motifs de jacquard de la Rébellion. Sachant que ce patron là, en fait, c'était un patron prévu pour une laine sport, je crois, voire même des cas, enfin je sais plus, mais j'ai complètement changé. J'ai vraiment juste récupéré la grille en elle-même, pas du tout le même nombre de mailles et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que, donc déjà, les laines, ce sont des laines drops que j'avais dans mon stock à l'époque où je savais pas trop encore quoi utiliser comme laine pour faire des chaussettes, enfin où je me suis dirigée un peu par défaut vers des laines contenant du nylon. Donc les couleurs, je vous remettrai les couleurs là. En fait d'ailleurs c'est que la grise et la rouille. La blanche c'est une laine figurine que je trouve en magasin de seconde main, donc je ne sais pas sa composition. Mais comme vous le voyez, en fait, il n'y en a pas sur le pied. En fait, pour les chaussettes, on a juste besoin qu'il y ait du nylon au niveau du pied. Et sur le jacquard, on peut utiliser tout ce qu'on veut, quoi. Il n'y aura pas de frottement à ce niveau-là, donc c'est pas grave, ça va pas s'abîmer s'il n'y a pas de nylon ici. Comme là, mes laines sur le pied contiennent du nylon, j'ai utilisé des aiguilles 2,5. Sauf pour les côtes là, pour bien les resserrer, je les ai mises en 2,25 parce que je trouvais que c'était trop lâche sinon. Je l'avais fait essayer, ça tenait pas trop sur son pied. Voilà, donc 2,5 mm et 72 mailles pour mon copain qui a des pieds un peu plus gros que les miens. Donc pour aller un peu plus dans le détail, donc là j'ai fait un montage classique ici, j'ai fait un long tail custom qui est bien élastique là, c'est très très agréable, c'est beaucoup plus agréable que quand je termine mes chaussettes par la tige. J'ai fait des côtes 2-2 assez longues, j'aime bien quand il y a des grosses côtes. Ensuite j'ai fait un petit peu de jacquard, là ces petites croix là c'est moi qui les ai rajoutées. Et ensuite, donc là, tout ça, là, je suis encore à 72 mailles. Et là, ici, là, j'ai augmenté de 3 mailles sur toute la circonférence de la chaussette. J'ai augmenté de 3 mailles pour arriver à 75 mailles. Parce qu'en fait, le motif de jacquard, là, un seul motif, plus 2 mailles, je crois. Je crois que c'est ça, genre le motif plus 2 mailles blanches à côté. Ça faisait 15 mailles. Donc en fait, là, j'ai une répétition de 5 motifs. Donc j'ai 5 répétitions de 15 mailles. C'est pour ça qu'il fallait que j'arrive sur 75 mailles. Donc j'ai ajouté 3 mailles là. J'ai fait mon motif. Et ensuite, ici, après mon motif de la rébellion, j'ai rediminué de 3 mailles que j'ai espacées de manière régulière. Ensuite, j'ai refait un tout petit peu de jacquard. Et là, j'ai fait mes coudes brisés. Puis je suis arrivée sur le talon à gousset, donc j'ai tricoté en aller-retour. Et là c'était la première fois que je faisais ça, donc tricot en aller-retour, et après on relève des mailles sur le côté ici et de l'autre côté. Et ensuite on vient en fait travailler le gousset. Et là refaire des diminutions pour retomber sur le bon nombre de mailles à la fin. Et ensuite là je fais ma pointe, puis un grafting au bout. Et une chose dont je voulais parler à propos de ces chaussettes, c'est que j'en avais parlé dans une de mes vidéos au printemps quand j'avais commencé à les tricoter. J'avais commencé à faire ça. Et je vous disais qu'en fait, ça n'allait pas en termes de taille là pour passer le pied. Passer le pied de mon copain, c'était trop serré et ça allait pas. Et du coup, je vous disais dans cette vidéo que j'allais probablement faire la grille, enfin la partie jacquard, j'allais acheter des aiguilles en 2,75 pour que ce soit un peu plus lâche. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du leatherback dans le jacquard. Donc je suis restée en aiguille 2,5, mais j'ai tricoté en leatherback. Cette technique-là, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes et c'est trop bien. Franchement, je suis hyper contente d'avoir appris cette technique. Ça change la vie pour du jacquard à long flots. Vous voyez là sur ma chaussette,
sur ce motif-là, il y a quand même beaucoup de mailles entre, notamment là en haut, entre le orange, il y a vraiment beaucoup de mailles, je sais pas combien, mais on est à 15 mailles, je crois, à peu près. Pareil, là au milieu, là, du orange, il y en a quand même beaucoup. Et à nouveau en bas, là, dans le blanc, il y en a quand même beaucoup. Et je sais que c'est toujours un peu le débat en jacquard, c'est est-ce que je coince mes fils ou pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour les tricots de chaussettes qui ne coincent pas leurs fils du tout, parce qu'ils disent que ça enlève de l'élasticité. Mais je trouve que 15, ça fait vraiment beaucoup. Enfin, il y aurait eu un énorme truc là, et c'est quand même pas terrible, quoi. Il y a vraiment un risque que le pied que les orteils viennent se coincer dedans et qu'on tire des mailles et tout. Et donc là, dans mon premier essai de chaussettes, j'avais coincé les fils. Après, j'avais coincé de manière un petit peu abusive, je pense. Par exemple, là, si on regarde en haut, voilà, là on voit bien mes motifs un peu en négatif, mes motifs de la rébellion. Et en fait, en haut, là, mon tout premier rang de jacquard, je l'ai coincé 2 fois. Voilà, dans 15 mailles, j'aurais pu les coincer qu'une seule fois, ça l'aurait fait. Mais je l'ai coincé 2 fois, après, voilà, j'ai recoincé à plusieurs autres endroits. Et donc déjà, ça enlève de l'élasticité, ça c'est vrai. Et ensuite, il y a un autre élément, c'est qu'en fait, quand on tire dessus, je trouve que ça se voit plus quand le tricot est plus tiré, mais de toute façon sur le pied il est un peu plus étiré, quoi. On voit en fait les endroits où on a coincé le fil, vous voyez là, on voit un peu d'orange ici. Et les endroits où on coince beaucoup son fil, là j'ai l'impression qu'on le voit ici aussi, ici, voilà. Ça se voit, surtout quand la couleur de fond est claire, ça se voit plus particulièrement. Et le ladderback, ça permet en fait de venir coincer ces fils, de ne pas avoir trop de fils qui pendent comme ça à l'arrière quand il y a des longs flosses. Et tout en ce que ça ne se voit pas devant. Et en plus, ça permet de rajouter de l'élasticité. Là, sur ma chaussette terminée, je vous montre ce que ça donne à l'arrière. Là, ici, on voit, ici, là, il y a 2 colonnes de jersey, en fait, enfin de maille endroit. Et là, un petit peu aussi en bas, là, tac, en blanc. Et ça, en fait, c'est le ladderback. En fait, on vient créer une deuxième... filet, en fait, en arrière du jacquard. On vient recréer une nouvelle maille. Et ensuite, à chaque fois qu'on y arrive, le fil que habituellement on viendrait coincer, attraper en même temps qu'on tricote, on vient créer une autre maille. Mais cette maille-là, elle sera à l'intérieur du tricot et elle se verra absolument pas. On ne vient pas rajouter une maille en plus dans le nombre de mailles vraiment qui font la circonférence de la chaussette, mais c'est une maille qui vient se mettre en retrait en fait à l'arrière. Vous voyez là, on voit absolument pas. Et quand on tire, on voit pas. Les seuls endroits qu'on peut voir un petit peu, alors bon là je vous montre l'endroit aussi où non ça va. Les seuls endroits qu'on peut un peu voir, c'est mais bon ça reste assez subtil je trouve. C'est qu'en fait au début pour créer cette nouvelle maille, on a 2 possibilités. C'est-à-dire que soit on vient faire une boucle avec la couleur en plus voilà, qu'on veut cacher. On vient faire une boucle, mais du coup je trouve que elle est complètement indépendante du tricot. Et du coup il y a quand même un risque de venir se coincer un orteil dedans. Donc moi ce que je fais, l'autre technique, c'est de faire une augmentation en fait en mode make one left ou make one right. L'un ou l'autre, ça change rien. Et ça va, on le voit pas. En gros, là, mes make one right, make one left, je les ai fait quelque part par là, quoi. Tac, enfin au milieu à peu près, entre les motifs. Et ensuite, comme ça, on va pouvoir tricoter à l'arrière. Donc à l'arrière, soit ici. À chaque fois qu'on arrive sur cette nouvelle maille, on fait une maille en vert. Et ensuite, à la toute fin, ici,
on vient aussi faire 2 mailles ensemble. Et c'est ça qui peut un peu se voir. Vous voyez là, quand je tire un peu, on voit un peu... Mais surtout dans le blanc en fait, c'est toujours la même chose comme la couleur est claire. L'autre couleur qui est colorée derrière, elle ressort plus. Ici là, en fait ma maille, j'ai 2 mailles ensemble ici, sauf que j'ai la blanche qui est devant et la orange qui est derrière. Et du coup là de l'autre côté, tac, ici j'ai toute ma rangée de mailles en vert qui apparaissent en maille endroit quand on a l'envers. Et là elle est reliée au tissu principal ici et en haut, mais au milieu elle n'est pas du tout reliée. Et du coup c'est chouette parce que vous voyez que quand on tire dessus, et ben le fait d'avoir créé des mailles en vert, enfin des mailles quoi, et ben ça vient tirer, ça rajoute largement de l'élasticité et ça vient tirer sur ces mailles là. Voilà. Alors que ça, bah, quand on tire dessus, bah, les long floats qu'on a, ils n'ont pas beaucoup d'élasticité autre que l'élasticité intrinsèque de la laine quoi. Prochaine chaussette dont j'ai à vous parler, ce sont celles-ci. Donc ça, ce sont des chaussettes que j'ai tricotées en laine islandaise avec l'idée en fait de me faire des chaussettes de randonnée / balade d'hiver. Parce que en fait, je suis très frileuse des pieds. Et en fait, en hiver, j'ai beau avoir des chaussettes de randonnée en mérinos, j'ai beaucoup trop froid aux pieds et je finis par avoir vraiment cette sensation d'orteil gelé. C'est vraiment très très désagréable et je me suis dit que la seule chose qui pourrait m'aider, ce serait des chaussettes en laine islandaise. Donc, souvenez-vous, l'année dernière, je vous avais déjà présenté 2 paires de chaussettes que j'avais faites. Non, j'en ai même fait 3. J'ai fait 3 paires de chaussettes en laine islandaise. Mais c'est plus des chaussettes d'intérieur, voire des chaussettes de camping aussi, parce que en camping, même en été, j'ai quand même rapidement froid aux pieds et du coup, voilà. J'avais tricoté des chaussettes comme ça, un peu des chaussettes genre d'inspiration pull islandais, mais en chaussettes. Celle-ci, c'était celle de mon copain. Je vous mets la photo là de mienne. Et en fait, celle de mon copain, il les a un peu portées en extérieur. Et moi aussi, je les ai aussi un peu portées en extérieur, les miennes. Et celle de mon copain, donc, il y a des trous. Voilà, il y a des trous qui sont apparus sur les siennes, que j'ai toujours pas réparé. J'ai la flemme, mais je vais le faire. J'ai des trous aussi sur les miennes. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre solution pour avoir des chaussettes en laine islandaise, mais qui soient un peu plus faites pour aller dehors. Donc j'ai fait ces chaussettes-là, qui sont tricotées donc comme celle-ci, en 2 brins de platylopi. Donc la platylopi, c'est la laine islandaise qui est non retordue, qui se tricote en général avec 2 ou 3 brins. Donc là, je l'ai tricoté avec 2 brins. Ces chaussettes-là, je les avais tricotées en 2 brins de platylopi et en aiguille 3,5. Sachant que normalement, pour des pulls 2 brins de platylopi, ça se tricote en 2,5 mm. Et donc là, je les avais tricotées en 3,5, donc c'était quand même assez dense. Et celle-ci, pour rajouter encore plus un truc bien dense, je les ai tricotées en 3 mm. Donc là on peut voir sur le pied, ah, c'est vraiment hyper dense. Je crois que j'ai un peu regretté en fait, au fur et à mesure que je l'ai tricoté, j'étais là putain mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Ça faisait mal aux mains, honnêtement ça faisait mal aux mains. J'ai commencé de la tige vers la pointe pour avoir quand même quelque chose d'un peu extensible en haut parce que je savais que ça allait poser problème sinon. Et aussi, en fait, les miennes, ma précédente paire que j'ai fait en platylopi, elles avaient commencé à lâcher au niveau de la pointe, au niveau de au niveau de ces endroits ici, parce que je les avais commencé de la pointe
vers la tige. Quand on commence les chaussettes par la pointe, on fait un Turkish cast on et ensuite on fait des augmentations. Et les augmentations, c'est make one left, make one right. Et en fait, quand on fait ça, on vient prendre en fait, enfin on vient tirer un fil qui se trouve entre deux mailles. Donc en fait, on tire sur ce fil-là. Et comme là, c'est de la laine qui n'est pas retordue, ça le fragilise. C'est ce que... J'avais pas pensé à ça en fait avant de les tricoter. Mais c'est vrai qu'au final, j'ai vu que c'est à cet endroit-là où en fait le fil commençait à être fin. Donc j'avais consolidé. Mais par contre, après, il y a eu un trou qui s'est formé ailleurs et je ne l'avais pas vu venir ce trou-là. Voilà, donc pour la laine non retordue, je pense que c'est quand même mieux d'avoir à faire uniquement des diminutions et de ne pas avoir à faire d'augmentation pour ne pas fragiliser la laine non retordue. Bref, du coup, celle-ci. Donc dans mon idée de chaussettes d'hiver, à la fois plus résistantes et aussi qui soient très confortables pour le pied, je me suis dit que faire des chaussettes en côte, ça permettait de bien épouser la forme du pied. Ensuite, donc ce que j'ai fait, c'est que pour la pointe et le talon, j'ai utilisé de la laine qui contient du nylon pour rajouter justement de la résistance à cet endroit-là. C'était des petits restes de laine que j'ai trouvés en magasin de seconde main encore. Et je pense que ça correspondait à la qualité de fil de Istex. Donc Istex, c'est la laine de marque islandaise. La qualité de fil Osubent, qui est une laine à chaussettes, qui est une laine en fait assez épaisse, qui est plutôt une laine, je crois, DK. DK, voire même worsted. Je crois que c'est une laine worsted. Elle est très très épaisse et elle contient de la laine islandaise et du nylon. Et je l'ai trouvé en magasin de seconde main, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser dans ces chaussettes. Donc en fait on avait deux couleurs différentes, celle-là était un peu plus claire et celle-là un peu plus foncée. Mais en fait comme c'était un peu plus épais encore que la Plötulopi tenue en double, c'était vraiment une horreur à tricoter. Je crois que sur le site de la marque ils me disent qu'il faut c'est une laine qui se tricote en 4 ou 4,5. Moi j'ai tricoté en 3. Et c'était, je vous assure, c'était vraiment une horreur à tricoter. Parce que c'est une laine qui n'est pas du tout élastique et qui n'est pas aussi souple que de la Plötulopi. Et c'était un peu raide. Et en fait, donc ce que j'ai fait pour le talon, j'ai beaucoup hésité. Au début, je me suis dit que je voulais faire des talons, un talon à gousset. Parce que, comme je l'ai dit, c'est ce que je préfère, c'est ce que je trouve le plus confortable. Vous voyez, comme ça, talon à gousset. Et que pour des chaussettes de rando, c'était vraiment l'idéal. Sauf que mon autre idée de vraiment rajouter de la résistance au maximum, je voulais que le talon, parce que moi c'est souvent, le talon c'est souvent ce qui... Enfin là où il y a des trous rapidement quoi. Je voulais que le talon, il y ait vraiment une grosse superficie du talon qui soit avec une laine contrastante. Or, quand on fait des talons à gousset, la laine contrastante, elle est plus à l'arrière du pied. Et c'est pas là où ça se trouve si facilement pour moi. Et vraiment sous le pied, on a vraiment un tout petit talonnet là qui est minuscule, qui est ridicule. Alors que le talon, il repose dans la chaussure et il repose sur plutôt tout ça quoi. Donc je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée d'utiliser cette construction de talons pour ces chaussettes là. Donc j'ai cherché un peu ce qui pouvait exister et j'avais pas envie de faire un talon en rang raccourci parce que je sais que c'est vraiment pas le plus confortable. J'ai pensé du coup au talon après coup, sauf que le talon après coup classique, pareil, les gens disaient que c'était pas le plus confortable pour le pied. Et je suis tombée, après un peu de recherche, je suis tombée sur une vidéo de Claude Tricot qui montrait une nouvelle façon de faire ces talons après coup. Et cette technique, en fait, elle permet d'avoir un talon qui est vraiment beaucoup plus gros. Donc là, vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Alors, attention, la technique s'appelle le... Je l'ai marqué ou pas? Non, je l'ai pas marqué. C'est une méthode qui, en fait, va faire un peu comme une couronne de diminution. Vous voyez là, si je vous le montre du haut, alors je suis pas sûre que vous allez voir grand chose, mais surtout que la laine est chinée. Mais vraiment, ça fait quelque chose de très rond,
comme un haut de bonnet. La technique consiste à prendre son pouce, enfin ou du moins le pouce de la personne qui va recevoir les chaussettes. Et en fait de tricoter en jersey, donc une fois qu'on a coupé en talon après coup. Au début c'est la même chose que le talon après coup, quoi. On coupe là sur la moitié de la chaussette. Et en fait on tricote la hauteur ici de la dernière phalange du pouce. Je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais ça marche bien. Et ensuite, une fois qu'on a tricoté tout ça en jersey, vraiment le tube là, clic, 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 clic. Et ben ici, on va faire des diminutions. En fait, en gros, on divise le nombre de mailles en 8 et on fait 8 diminutions, un rang sur 2 à cet endroit-là, pour avoir quelque chose de vraiment rond et qui se termine, qui se termine de manière très arrondie. Et ça en résulte quelque chose qui n'est pas forcément esthétiquement très beau. Genre ça va, mais c'est vrai que elle a un gros talon la chaussette, quoi. Mais on a vraiment le talon qui vient se mettre parfaitement dans ce qu'on vient de tricoter. Et c'est assez confortable. C'est quand même pas mal comme technique, je suis contente. Et voilà, ça permet de bien prendre la forme du pied. Le souci, c'est qu'en fait, j'ai essayé ces chaussettes. On a fait une petite rando de 3 heures là, le week-end dernier. C'était un des derniers week-ends où il y avait de la neige, je pense, et il faisait température, je sais pas combien il faisait peut-être -2, il faisait pas hyper froid, mais je me suis dit que je voulais les tester. Et au début, ça allait. Et en fait, après, à la fin de la journée, j'ai eu, sur un des pieds seulement, je sais pas trop pourquoi, sur un des pieds uniquement, j'avais l'endroit en fait où j'ai fait les diminutions. Donc en fait, quand on fait une diminution, 2 mailles ensemble, ça fait une petite surépaisseur. Et en fait, je l'ai senti sur ma chaussure et à l'arrière du pied, vraiment ici, quoi. Et ça a commencé à me gêner, alors heureusement que je l'ai senti qu'à la fin de la journée. Mais voilà, je pense qu'en fait, ça c'est aussi en partie parce que j'ai une laine hyper épaisse que j'ai voulu tricoter avec des aiguilles hyper fines. Et je pense honnêtement que si on tricote ça en fingering, avec de la laine, beaucoup moins rigide, beaucoup moins épaisse, je pense qu'on ne les sent pas les diminutions. Voilà. Donc, c'est un peu... ça m'énerve un peu parce que j'espère que, si ça me fait mal comme ça, je vais pas pouvoir les mettre, quoi. Donc, j'ai essayé de les relaver plein de fois pour un peu essayer de les assouplir. Et je remarque que vous n'allez bientôt plus rien voir. Il fait nuit, oh là là. Bref, je termine avec ça. Et du coup, le gros avantage des chaussettes avec un talon après coup, c'est qu'en fait, on peut très facilement défaire ce qu'on a fait et refaire autre chose. Et c'est un gros avantage quand le talon est usé. En fait, quand il y a un trou, et on s'en fiche, on défait, on prend une autre laine et on refait un talon. Donc ce que je ferai, si ça me va vraiment pas, c'est que je déferai ça et je retricoterai avec une laine plus agréable pour le pied. Voir si ça me gêne moins. Voilà, j'ai parlé beaucoup trop longtemps comme d'habitude et je n'ai pas terminé ma vidéo. J'ai encore mon gros projet dont je voulais vous parler. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo là parce que ça sert à rien, ou alors j'allume les lumières mais ce sera dommage. Et je vais refilmer la fin de la vidéo dans la semaine, je pense, quand j'ai le temps, un soir. Je pense que j'arriverai à caser une demi-heure là, avant qu'il fasse nuit. Voilà, bon, vous aurez une vidéo un peu en 2 parties, mais je pense que... tout sera sur une seule vidéo, mais je pense que ça sera le mieux. Je vais faire ça, et voilà, donc à plus tard pour moi, et à tout de suite pour vous. Rebonjour, on se retrouve donc quelques jours plus tard pour moi. J'ai enfin réussi à trouver un moment pour filmer la suite de la vidéo, enfin la fin. Il ne me reste plus qu'un projet, mais j'ai peur que ça prenne quand même un peu de temps. Vous devez vous en douter si vous avez regardé mon
épisode précédent. Il s'agit de mon pull islandais que j'ai fait vraiment de A à Z, du design jusqu'au tricot. Donc c'est très très chouette. Je l'ai toujours pas fini, mais quasiment. Vraiment quasiment. Le voici. Voilà, donc il est... Je vais me reculer un peu quand même pour que vous le voyez dans son intégralité. Je sais pas si vous voyez bien là, en termes de luminosité et tout. Voilà, donc rapidement pour la petite histoire, ce pull, je le fais pour un ami, pour un homme, c'est pour ça qu'il est, c'est pour ça qu'il est grand par rapport à moi, n'est-ce pas? Euh, je le fais en fait, en gros, un genre de troc. Pull islandais contre vélo, c'est-à-dire que il m'a bricolé un vélo de seconde main et moi je lui bricole un pull. Donc voilà, un échange de bons procédés. Donc ce pull-là, ça fait quand même longtemps que je suis dessus parce que j'ai... Bah, quitte à lui faire un pull, autant le faire exactement comme il le voulait. Donc en fait, je lui ai montré des patrons de pull islandais. Il n'y en avait aucun qui lui plaisait parfaitement. Du coup, j'ai un peu... Enfin, je suis partie d'un modèle de base, mais qui n'a absolument rien à voir. Je vous remettrai le modèle ici. C'est le modèle, le pull Healing Sweater de Lopa Munstur, ou sur Instagram, Knitted from Iceland. Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a absolument rien à voir. La seule chose en fait sur laquelle on est parti, c'est ces petits losanges du bas. On est parti de ça et après ils voulaient mettre des renards, donc voilà. Et du coup, il y a beaucoup de choses à dire dessus, je ne sais pas par quoi commencer. Donc voilà, c'est moi qui ai designé le reste du motif, alors que je ne sais absolument, enfin je n'avais jamais fait ça avant. Mais ça s'est bien passé, je suis contente. Là, donc comme vous voyez, en gros le tricot est quasiment terminé. Faut juste que je fasse un col double ici. Là le col pour l'instant est simple, vous voyez j'ai mis un Scooby-Doo pour pas avoir les aiguilles voilà, qui soient un peu sur le chemin quand on essaie. Et je vais faire un col double que je vais donc replier sur lui-même. Mais sinon, voilà, il n'est pas bloqué. Donc je pense qu'il va avoir un peu plus voilà, bien... Enfin, le jacquard va bien se lisser, va être trop beau une fois bloqué. La chose également que vous pouvez voir ici, c'est que là, vous voyez que c'est pas hyper beau, là, il y a un truc en plein milieu, et sur le milieu du pull aussi. C'est qu'en fait, tout ici, là, tout le long, en fait, c'est un pull que je vais transformer en cardigan, que je vais sticker. Et donc, sur le milieu du pull, à l'endroit où on stick, la technique, c'est de tricoter des mailles en vert. Moi, donc, j'ai choisi d'en faire 2. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça que les pulls islandais se font. Et ça, c'est ce qui va permettre de couper. Enfin, d'avoir un guide pour couper. Donc, je n'ai jamais fait ça encore, mais j'ai trop hâte. Il y a plein de gens qui disent et qui s'appréhendent vachement, mais qu'en fait, c'est pas si compliqué. Alors, la technique aussi avant de couper, si vous n'êtes pas familier avec le stick, le sticking, je sais pas comment on dit en français, je pense que c'est un mot anglais. Je sais même pas comment ça s'écrit. Stick. Bon bref. La technique est donc donc il y a 2 techniques possibles. Soit on vient coudre à la machine à coudre. Là, sur le bord, en fait, on fait 2 lignes ici, de part et d'autre, de là où on va couper, toujours sur cette ligne du milieu là.
on vient faire 2 lignes à la machine à coudre de point droit, voilà. Ou alors, on fait une technique au crochet. Voilà, moi je pense que je ferai ça à la machine à coudre. Et ensuite, on vient découper entre les 2 lignes de couture qu'on a faites. Donc ça vient vraiment sécuriser. Et ensuite, soit on relève des mailles et on vient tricoter une bande de boutonnage, soit on vient installer une fermeture éclair. Et moi, c'est ce que je vais faire. Je vous remontrerai tout ça quand je l'aurai terminé. J'essaierai de faire peut-être des petites photos, vidéos pendant le process. Je vais pas faire un tuto, hein, mais voilà, pour vous montrer et vous dire comment ça s'est passé et les petites astuces. J'ai l'impression que je fais un peu tout ça en désordre, désolée. Je vais commencer par... Enfin, je vais du coup vous dire la laine que j'ai utilisée pour ce pull. Donc, j'ai utilisé plusieurs laines. Donc, vous pouvez voir ici, ça, là, c'est mon panier. Mon panier pour le pull, quand j'étais en train de le faire, j'avais le panier sur le canapé, je pouvais piocher dans mes laines. Je crois que j'ai 9 laines différentes dans ce pull. Donc j'utilise principalement de la Alafoslopi, donc laine islandaise, qui est une laine avec un calibre assez épais. Je crois que c'est de la bulky. Pour 100 grammes, on a 100 mètres. La technique aussi, c'est que les pulls islandais qui se font en Alafoslopi, la Alafoslopi, elle est échangeable par 3 brins de Plötulopi. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Attendez, c'est un peu le bazar dans mes affaires. Oui, voilà. Là, j'ai 3 brins de Plötulopi. Et là, j'ai de la Alafoslopi. Donc voilà, ça fait à peu près le même calibre. Et ce qui a donc permis d'utiliser des fils qui me restaient, des restes de pelote que j'avais trouvé en magasin de seconde main également, de Plötulopi. Et donc j'ai pu passer tout ça dans le pull, c'était pas mal. La couleur principale, c'est ce gris chiné qui est absolument magnifique. 99-74. Voilà. Ensuite, du coup, pull islandais. Je pense que j'en reparle dans toutes mes vidéos, mais je préfère préciser pour au cas où il y a des gens qui débarquent. Un pull islandais, ça se... Traditionnellement, après vous pouvez le tricoter comme vous voulez, mais traditionnellement, ça se tricote du bas vers le haut. Donc, on tricote d'abord le bas du corps ici, et on s'arrête ici. Ensuite, on met en attente. Ensuite, on tricote une manche. On vient là, on tricote jusque là, on met les mailles en attente, la même chose de l'autre côté, et ensuite on prend tout ça et on assemble, on tricote en assemblant les 3 parties. Voilà. Et donc ce que j'ai fait pour savoir combien de mailles monter, etc., je me suis aidée de 2 patrons. Je me suis d'abord aidée d'un patron gratuit qui est le pull automne, qui est un patron gratuit qui est très beau, et ensuite j'ai utilisé aussi un autre patron de Lopa Münster, Stapavik, je vous mettrai les photos ici, qui lui est un patron payant que j'avais eu en compensation du pull que j'avais testé pour elle. Et donc ça, c'est des pulls qui se tricotent en Alafoslopi. Donc la Alafoslopi, en général, dans les pulls islandais, elle se tricote en 6 mm, pour info, et 4,5 mm pour les côtes. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis un peu aidée de ces pulls-là pour avoir une approximation du nombre de mailles à monter, de tous les combien faire des augmentations pour les manches, par exemple, et surtout au niveau du yoke. On fait des diminutions espacées régulièrement dans le jacquard, ici, pour pouvoir diminuer. Tac, tac, tac. Donc je me suis un peu aidée de ces 2 pulls-là pour savoir le rythme de diminution, en fait, et le nombre de mailles.
Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai demandé à mon ami son tour de buste et tout ça. Et en fait, j'ai fait un produit en croix là-dessus en me disant, bon, il faut à peu près, on va dire 10-15 cm d'aisance positive. Et j'avais fait mon échantillon qui était à peu près de 13 mailles pour 10 cm. Pour le jersey, là, pour le corps, c'est facile d'avoir le nombre de mailles qu'il faut. Mais là où ça se complique, c'est ici, en fait, pour le yoke, l'ensemble du yoke avec tout assemblé. En fait, je m'étais fait ma petite grille voilà, c'est ça, j'avais fait un échantillon aussi. Je vous avais montré dans la vidéo précédente mon début d'échantillon. J'avais tricoté en fait au tout début un échantillon, je vous mettrai la photo là, qui s'est avéré être trop haut en fait, parce que j'avais prévu beaucoup trop de mailles dans ma grille de jacquard. Et quand je le superposais par exemple à mon premier pull islandais, alors d'accord c'est pas la même taille mais quand même voilà, vous allez voir tout de suite que ça allait pas du tout en termes de proportion. Et en fait le yoke descendait beaucoup trop bas, donc en fait on aurait eu des emmanchures hyper basses. Donc j'ai un peu modifié mon échantillon. Donc là j'ai qu'une partie de l'échantillon parce qu'en fait je l'ai défait. Je l'ai défait pour récupérer la laine parce que j'étais à court de laine. Mais voilà, un bout de mon échantillon c'était ça. Et en gros, ma répétition de jacquard, c'était un renard ici, plus trois motifs de losange comme ça là. Le renard et les 3 marrons, 1, 2, 3. Et du coup ça un peu coupé. Et donc ma répétition de jacquard tenait sur 18 mailles. Et en général, des patrons que j'ai pu voir sur la fausse lopie, on est plutôt sur du 6 mailles. En moyenne, un peu plus, un peu moins, mais une répétition de 18 mailles, en fait c'est compliqué parce que on a beaucoup moins de marge de manœuvre. Si on a 6 mailles, si ça va pas trop, on peut se dire j'enlève une répétition de motif, c'est trop grand, ou voilà. Là, 18 mailles, si on enlève ou si on ajoute une répétition de motif, ça fait tout de suite beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit. Mais bon, j'ai quand même eu de la chance là-dessus et ça tombait bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 12 répétitions de mon motif tout autour du pull, et ça, donc 12 x 18, ça fait 216 mailles. Et du coup, après en fait, je suis vraiment partie de là, parce que j'avais ma grille de jacquard faite, j'avais mon motif qui nous allait, et j'ai vraiment tourné autour de ça. Et ensuite, en faisant vraiment le calcul, donc ça c'était vraiment pour la partie du yoke assemblé, donc le corps et les manches assemblées. Et donc ensuite j'ai réduit donc le nombre de mailles pour les manches, et j'ai estimé que le corps, donc j'aurais 148 mailles au niveau du corps, et que 148 mailles, ça, je serais sur 114 cm de tour de buste, ce qui allait parce que je crois qu'il avait un truc du genre 104 cm de tour de buste, il me semble. Et du coup, enfin bref, aux alentours de 100, donc ça faisait voilà, toujours bien entre 10 et 15 cm d'aisance positive. Voilà, donc en fait ça tombait vraiment très bien. Ensuite, ce que j'ai fait, en fait, la technique, j'ai un peu cherché sur internet, mais je suis tombée sur un site pas mal. C'est une des revendeuses de Pleutulopi et de laine islandaise en France, c'est le site de Triscott. Donc elle a aussi une partie blog, et là il y avait un article de blog qui expliquait comment transformer un patron de pull islandais en cardigan, et donc comment sticker. En fait, elle disait pas exactement, c'était pas un tuto très très détaillé sur comment sticker, mais c'était bien détaillé sur comment transformer le patron, parce que on peut pas juste tricoter le pull et couper après. Enfin si, on pourrait, mais c'est quand même plus simple de faire une petite modification avant. Donc
c'est vraiment pas compliqué du tout. En fait, on prend le patron d'un pull sondé, ou alors celui qu'on a créé comme moi. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que il faut rajouter donc 2 mailles pour sticker. Ça paraît logique. Mais il y a aussi un truc auquel il faut penser, c'est qu'il faut ajouter, voilà, il faut rajouter une maille en fait de plus pour la répétition de motifs pour que ce soit symétrique. Pour qu'en fait, là je pense qu'on peut le comprendre ici, là. Si je fais vraiment ma répétition de motifs, et ben en fait là j'aurai la maille noire là ici sur le côté, je l'aurai en moins. Et du coup ce sera pas parfaitement symétrique de part et d'autre de la fermeture éclair. Donc il faut rajouter une maille pour que le motif soit parfaitement symétrique. Donc 2 mailles pour le stick et une maille pour la symétrie, donc on rajoute 3 mailles. Donc moi j'avais 216 mailles, donc j'ai dû faire 219 mailles. Voilà, je pense. Ensuite, autre petite chose à penser qui est assez importante, c'est au niveau du... ici, là, au niveau du yoke, comme je vous ai dit, on a des diminutions pour réduire l'ampleur. Et en fait, les diminutions, il ne faut pas faire les premières diminutions qui sont proches de la fermeture éclair. Parce que sinon, si on a des diminutions ici, on va avoir une forme bizarre en fait ici. Ça va partir comme ça en biais. Et quand on va ajouter la fermeture éclair, ça risque de roulotter. Et ça, c'est quelque chose que j'avais constaté. Mon tout premier pull que j'ai fait, c'était le novice cardigan de Petite Knit. Et comme c'est un truc quand même très simplifié pour les débutants, ça n'a pas été pris en compte. Et c'était un pull en yoke. Et le yoke, en fait, on commence du haut vers le bas. Donc cette fois-ci, on fait des augmentations pour le yoke. Et les augmentations ici, elles commencent tout proche de la patte de boutonnage. On commence direct ici et tout le long. C'est vraiment partout pareil. Et en fait, mon pull, il roulotte complètement là au niveau du haut. Et je pense que s'il n'y avait pas la première, voire peut-être les 2 premières rangées d'augmentation, ça irait beaucoup mieux. Ça serait plus droit en fait ici, au niveau du haut. Bon bref, du coup, ça c'est pas mal à prendre en compte. Je pense que j'ai dit le principal. Ah non, j'ai encore oublié un détail. Encore oublié un truc à vous dire. Donc, en fait, ça fait longtemps que je suis sur ce patron, sur ce pull en tricot. Au début, il y a eu beaucoup de réflexions, en fait, c'est ça qui a pris beaucoup de temps. Mais après, une fois que j'étais sur le tricot, même ça, c'était quand même assez long. Et en fait, le dernier truc, là, j'étais arrivée en haut, j'avais tout tricoté. Et en fait, ma tension au niveau des renards, ça n'allait pas du tout. C'était beaucoup trop serré. C'était moche. Et en fait, je vous mettrai encore des photos. J'avais pris pas mal de photos et tout le long du process de ce pull. Mais en fait, par rapport à mon échantillon que j'avais tricoté là, ici, mon petit échantillon, quand je comparais le pull avec l'échantillon, la taille des renards était beaucoup plus petite. C'était minuscule. Et on voyait que c'était tout tiré, tout rabougri. Et c'était pas... En fait, là, mon échantillon, ici, je ne l'ai pas bloqué. Et je trouve qu'il est tout lisse. Enfin, tout lisse, il n'est pas aussi lisse qu'après un blocage, mais je le trouve quand même assez lisse et assez régulier. Et mon pull, là, quand je l'avais terminé la première fois, au niveau des renards, c'était tout gondolé. Et c'était quand même assez moche, quoi. Et du coup, je l'ai fait essayer au destinataire de pull qui disait non, mais c'est bon, ça va, ça le serrait pas spécialement au niveau des épaules. Mais en fait, moi, mon perfectionnisme a pris le dessus et je me suis dit non, mais je peux pas laisser mon truc comme ça, quoi. Pour le temps qu'on a passé dessus, faut qu'il soit parfait. Du coup, j'ai défait
j'avais défait tout là, tous les renards, jusqu'au losange ici, jusqu'au haut des losanges ici. Et j'ai refait. Et j'ai fait deux petites choses qui font que c'est absolument magnifique. Là, pareil, je l'ai toujours pas bloqué et je le trouve quand même très lisse, très régulier. Et c'est assez beau. Et je pense que si on compare les deux là, avec mon échantillon et le pull, je pense qu'ils sont à peu près la même taille. Voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du ladder stitch dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo, là, pour les chaussettes Star Wars, pour mon copain. Donc là, j'ai aussi fait du ladder stitch parce que, comme vous voyez ici, on a beaucoup de mailles ici entre les deux couleurs. Entre les deux blancs là, et puis même ici là sur le renard. Il y a beaucoup de mailles, notamment ici là, je pense qu'on doit être à on doit être à 9 mailles ici. Et en fait, la première version, j'avais coincé les fils derrière et c'était un peu compliqué. Surtout ici, j'ai des rangs à 3 couleurs et j'avais coincé du coup le fil, enfin un coup le fil blanc, un coup le fil noir là pour les yeux. Et ça... C'était pas terrible. C'était pas terrible. Je trouvais que ça resserrait vachement le pull. Ça se voyait un petit peu quand je tirais dessus. Enfin, ça se voyait pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Voilà, et du coup, je trouve que maintenant, avec la technique du ladder back, c'est beaucoup plus lisse et beaucoup plus élastique. Il n'y a pas comme sur la première version, j'avais l'impression que les renards étaient tout rabougris, quoi. Et que quand on tirait dessus, ils étaient tout étirés. Et donc, ce que ça donne à l'intérieur, ça donne ça. Donc là, on voit un peu les renards en négatif. Donc j'ai fait deux ladder back. J'en ai fait un ici et un assez court ici, là. Je vois même pas où. Là, un petit peu. Voilà, donc c'est quand même assez court, hein, mais bon. Ce que j'ai fait, c'est que les fameux rangs à 3 couleurs, je ne savais pas comment gérer le ladder back. J'ai essayé de chercher sur internet comment faire du ladder back quand on a 3 couleurs. Et je suis tombée sur rien. J'ai eu aucune info. J'ai l'impression que personne n'a tricoté de ladder back en 3 couleurs. Voilà, donc je ne sais pas. Je me suis dit peut-être que c'est quelque chose qui se fait pas en fait. Enfin, c'est pas terrible. Mais écoutez, j'ai testé. Je trouve ça pas trop mal. C'est-à-dire que là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que au moment où je tricote ma maille, enfin celle-là, là, cette maille-là, qui est en arrière du tricot, et je la tricote avec mes 2 fils qui sont à l'arrière, avec 2 fils à la fois. Donc là, vous voyez ici, là, on a du coup ce fil noir. Il y a le noir et le blanc, et voilà, je l'ai tricoté là, comme une seule maille, et ça passe. J'avais peur que ça fasse un peu des surépaisseurs, mais bon, pas spécialement. Enfin, de toute façon, le pull est déjà suffisamment épais que ça, en plus ou en moins, ça va. Ah oui, et aussi, comme avec tous mes pulls, j'ai fait des rangs raccourcis pour allonger un petit peu le dos. Vous voyez que ici, là, ça se voit bien, là je l'ai fait dans la partie grise. Là, les gris, les points noirs, ils sont très proches du marron. Et là, plus on va là, plus ça s'écarte. Et là, sur le dos, c'est très écarté. Voilà. Je pense pas que ce soit si dérangeant. Enfin voilà, moi je trouve vraiment pas ça dérangeant le fait que là on a plus de gris sur les côtés et derrière que devant. Ça va, ça se fond bien quand même dedans. Voilà. Donc prochaine étape, vérifier que ça aille avant de le bloquer. Parce que du coup, le truc c'est que je vais le bloquer et je vais couper, sticker et mettre la fermeture après blocage. Voilà. Donc presque terminé, mais il reste encore du boulot. Et puis il faut que je rentre tous les fils aussi, n'est-ce pas? Voilà. Voilà pour ce très gros projet qui m'a pris beaucoup
de temps, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. J'ai pas mal appris, je trouve, en faisant ce pull. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bien que l'on soit bientôt au printemps, enfin, voire bien qu'on soit au printemps, je vais ajouter des petites vidéos comme je fais d'habitude à la fin de la vidéo, là tout de suite. Des petites vidéos sur ces 3 derniers mois, vu que cette vidéo c'était un bilan de tricot d'hiver. Donc je vais mettre des vidéos de l'hiver en Islande. En fait, j'ai pas mal de vidéos parce que aux alentours de Noël, là, je sais plus quand exactement, on va dire les 2 dernières semaines de décembre, j'ai beaucoup filmé parce que j'avais comme intention de faire un genre de petit vlog, un petit peu comme, vous savez, le vlog que j'avais fait, si vous me suivez depuis quelque temps, le vlog que j'avais fait au mois de juin, où j'étais partie en week-end en Islande, là, dans les Westfjords, et où je vous avais un peu pris avec moi et j'avais montré aussi bien le tricot que voilà, les balades et les paysages et tout ça. Et c'était aux alentours des solstices d'été. Et donc, pour vous montrer un petit peu aussi voilà, l'ambiance avec la luminosité toute la journée, etc. Et là, j'avais envie de faire justement l'inverse, de faire une genre de vidéo aux alentours du solstice d'hiver et pour vous montrer comment ça se passe l'Islande en hiver. Tout en vous parlant aussi évidemment de mes tricots. Et du coup, j'avais pas mal filmé, sauf que, j'ai complètement abandonné l'idée de monter cette vidéo parce que, vous voyez bien le temps que je mets à monter toutes mes vidéos. Donc voilà, j'ai abandonné, mais j'ai toujours plein de vidéos. Mais du coup, en fait, tous ces clips vidéo, je vais les mettre là, à la fin. Enfin, pas tous, mais je vais en mettre quelques-uns là, à la fin de cette vidéo. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais essayer de mettre sur les clips vidéo genre la température qu'il faisait dehors à ce moment-là et l'heure à laquelle ça a été pris pour que vous vous rendiez compte de la température en Islande. Parce qu'il y a toujours j'ai toujours plein de remarques comme ça, genre oh là là, en Islande, mais il doit faire hyper froid. En fait, il fait vraiment pas si froid que ça, quoi. Là, je pense qu'à Reykjavik, ça c'est pas descendu en dessous de -10. Et puis on a eu un hiver assez chaud. Enfin, il a beaucoup neigé en décembre, janvier. Enfin, fin décembre et janvier. Et en fait, le mois de février, on n'avait pas de neige. La température était vachement au-dessus de zéro. C'est-à-dire qu'en fait, en Islande et surtout à Reykjavik, qui est en bord de mer, le Gulf Stream qui passe pas loin de l'Islande, et c'est ça qui permet vraiment de réchauffer l'île. Alors c'est sûr qu'au centre de l'île, dans les hautes terres, il fait beaucoup plus froid. Mais à Reykjavik, en gros, en moyenne, ça varie entre -5 et 5. Donc c'est vraiment pas si froid. Et on a des périodes aussi où c'est quand même beaucoup plus froid, où là pendant quelques jours il fait -10. Mais ça va quoi, franchement ça va largement. Donc ça, et ensuite pour vous montrer aussi l'inverse de ce que je vous ai montré en juin, où là on n'a pas beaucoup de lumière de jour en plein hiver quoi. Voilà, et où à 15h il fait nuit. Et voilà, bon, globalement, je n'ai pas trouvé ça forcément très dérangeant. On se fait vachement à ça. Et c'est assez sympa en fait en journée parce que les journées où il y a du soleil, la lumière est rasante et en fait on a une belle lumière toute la journée en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Salut!